Donc mon nom c'est Michel. Tout le monde a remercié. Je remercie également le CECOL, mais pas vraiment de m'avoir invité. Je dirais que je remercie surtout de m'avoir encouragé à être là. Ma première question, quand on m'a demandé de venir il y a 1 an, a été de me dire « mais qu'est-ce que je peux dire de plus ?» Et comme je travaille, comme j'agis dans des milieux qui sont plutôt un peu opposés aux clercs, aux ecclésiastiques, je me dis « mais diable, qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ?» J'espère que rien ne nous arrivera. Ce qui me semble important, c'est votre conclusion, ce sont les citoyens. Et en reprenant les films que nous avons vus, je parlerai déjà du sentiment des anciens pêcheurs, le droit de la mer. Je parlerai aussi de l'importance d'aller plus loin. On ne va pas se convaincre parce que nous sommes entre nous, nous nous connaissons un peu tout, et il me semble qu'il faut aller plus loin. Donc j'interviens ici au nom des cercles de silence. Vous avez pu prendre un papier, je ne veux pas trop dire, vous regarderez, ça existe. Et dans les cercles de silence, bon, disons rapidement qu'ils ont été fondés par un franciscain, encore Cato, à Toulouse. Sur Lyon, ça a été demandé par RESF, mais rester 1 heure en silence sur une place, même quand il pleut, c'est pas ma tasse de thé, m'a-t-on dit. Alors, ils soutiennent. Nous sommes une vingtaine d'associations à soutenir, même plus, peut-être, je ne sais plus. Et les cercles de silence appartiennent à la CUM. La CLAM également est membre de la CLUM. Et dans la CLUM, ça sera ma présentation, j'espère assez brève et précise, dans la CUM, je fais partie de la commission sensibilisation. Et c'est effectivement cette commission sensibilisation qui me branche sur le souci des cercles de silence qui fait que j'ai envie de dire ce que je vais vous dire. Et je reprends quelques phrases. On entend aujourd'hui beaucoup parler de fin du mois. Et quelqu'un a dit, il y a aussi la fin du monde. La fin des temps. On a eu tout à l'heure, j'ai entendu cette expression, la fin des temps. Fin des temps, fin du monde, fin du mois. Et comme le deuxième film nous l'a montré, il y a effectivement une union à faire. Et pour faire cette union, je pense que cette autre petite phrase que l'on entend souvent, qui est inventée je ne sais pas par qui, nous, les Européens, nous ne croyons pas en ce que nous savons. Et ça, c'est très dit dans le monde de l'écologie. Nous ne croyons pas, nous savons, mais nous ne bougeons pas. Nous n'y croyons pas vraiment. Car si on y croyait vraiment à la fin du temps, ou au problème de fin du mois, on prendrait les moyens pour qu'il y ait des fins de mois heureux et une fin des temps, une fin du monde également heureuse. Là, je parle un petit peu comme si j'étais objecteur de croissance, ce que j'essaye d'être. Revenons-en plus précisément au lien qu'il y a entre migrants. Je dirais que notre problème principal, c'est l'individu. Soyons à la suite de Mounier et parlons de la personne. Une personne est personne quand on est en relation avec quelqu'un. C'est la relation qui me crée. Mais si je suis individu, je suis tout seul. Et dans le milieu de l'objection de croissance, on dit plus l'être humain, plus la personne est individu, plus elle est consommatrice. Alors, je voudrais, et vous me couperez si je suis trop long, vous me surveillerez, parce que je pense tout de suite à notre actualité à Lyon, le 8 décembre. J'ai beaucoup travaillé dans le Vieux-Lyon avec l'association MJC, avec les commerçants du Vieux-Lyon, avec tout ce qui est tourisme, accueil, et nous organisions la montée aux Lumières. Il y avait, vous vous en rappelez sûrement, des bagarres de farine et d'œufs, qui étaient quand même catastrophiques. J'étais ici avec d'autres dans une galerie de peinture liée au service tourisme et culture. Et quand il fallait le lendemain matin, parce que le climat il était beaucoup plus froid qu'aujourd'hui, il y avait de la neige et ça gelait. Et quand le lendemain matin il fallait nettoyer le trottoir, on disait non, ça ne va pas. Donc on a fait des commissions, on s'est réunis et la réponse a été de dire il nous faut une loi.
pour empêcher les œufs, la farine, les bombes à eau. La loi est venue, les CRS sont venus avec, et effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, les œufs, la farine, ça a disparu. Mais je pense que les œufs et la farine, ça n'a pas vraiment disparu à cause de la présence des CRS. Plutôt, la ville de Lyon s'est mise à faire des lumières. Et nous avons une proposition, j'ai peut-être tort, hein, je peux me tromper, vous pouvez être contre moi, nous avons une proposition de spectacle que l'on consomme. Et voyez mon image, il y a l'individu qu'il reste dans son individualité. On regarde des spectacles, on les consomme. Dans la montée aux Lumières, on se bousculait un petit peu, on n'était pas très content d'avoir un peu de farine, mais il y avait un dialogue, il y avait un contrat, et j'ai repensé à cela dans le film où l'on voit, ce que je ne connais pas du tout, car je n'ai jamais été dans le nord de la France, ce carnaval. On se bouscule, on chante, et vous avez entendu la chanson, hein, dont je ne me rappelle plus le titre, mais enfin américaine, vous la connaissez, hein, que l'on reprend quelquefois dans des Eucharisties. Qu'on a, avec un bruit de tambour, enfin des percussions, et qu'on a repris également à la fin. Pour moi, ça a été très très fort. Alors, je vais conclure avec cela. Ne parlons pas entre nous pour nous faire plaisir, mais essayons de nous renforcer pour parler en notre environnement. On sait, dans le cercle de silence, on ne va pas dire de slogans, on ne va pas crier, on va rester en silence. On a bien sûr des grandes bannières qui nous disent que l'accueil est possible, qu'on n'est pas migrant par bonheur mais par détresse. Bon, essayons de convertir, le mot est peut-être un peu trop fort, mais disons, prenons une autre politique, ayons, avec un P majuscule, ayons un autre ou d'autres modes de vie, c'est là que je rejoins l'écologie, pour que, effectivement, celui avec qui je suis citoyen s'organise pour que les gens qui votent les lois votent les bonnes lois. Là, je prendrai Jacques Ellul aussi, on dit toujours qu'on s'arrête puis on ne s'arrête jamais, mais ça va être vrai bientôt. Jacques Ellul m'a beaucoup marqué, c'est vieux Jacques Ellul, c'est les années 70 qui a été repris dans les années 2000, notamment dans la décroissance. Là, il a refusé de voter. Et on peut dire qu'effectivement, moi aussi, je me demande, faut-il vraiment voter? Mais vous voyez le problème. Les élections, elles dépendent de nous, elles dépendent de notre conviction de croire en ce que l'on sait et prendre tous les moyens pour qu'il en soit autrement, donc bien choisir les élus. Oui, ce qui est évoqué dans la question, c'est comment faire respecter la législation maritime et l'intervention auprès de bateaux de gens en détresse en mer. La législation maritime, elle est assez claire. Hein, en fait, je veux dire, tout bateau, à partir du moment où il y a des gens en détresse, doit effectivement le prendre à bord en prévenant les autorités qui sont chargées de coordonner le secours sur cette zone-là. Et donc doit effectivement déposer cette personne dans un lieu sûr. Donc ça, je veux dire, personne ne conteste la règle. Après, je crois que c'est beaucoup plus compliqué. Quand j'évoquais l'Italie, je l'évoquais d'une manière très rapide. Et je voudrais quand même dire aussi que si l'Italie a fermé ses ports, et indépendamment de la nature du régime politique et du gouvernement actuel en Italie, c'est quand même aussi parce que l'Europe a failli, enfin, à mon sens. Et je pense qu'il n'y a pas que les Italiens qui sont concernés, il y a les Grecs aussi. Hein, et je veux dire, quand les vagues migratoires ont commencé, ces pays-là ont quand même demandé le soutien de l'Europe. Alors il y a eu un peu d'argent qui a été donné, évidemment. On essaie toujours de résoudre les choses en donnant un peu d'argent. Sauf que je pense que l'Italie et la Grèce n'ont certainement pas été soutenues à hauteur de ce qu'il aurait fallu. Pour assumer ce qui leur tombait dessus, hein, qui était qu'effectivement c'était les pays les plus proches et donc l'endroit où vivaient les gens. Donc après, je veux dire, aujourd'hui on ne peut pas dire, c'est toujours pareil, pour revenir à la législation,
le gouvernement italien, il n'empêche pas, enfin, il prend pas des dispositions qui sont contraires à la loi maritime. Il dit simplement, moi, vous débarquez plus chez moi. Voilà. Il dit pas, je vais empêcher l'Aquarius de naviguer. Il dit, vous respectez pas les procédures de tri des déchets, donc je demande la saisie conservatoire du bateau et je porte plainte. Donc vous voyez bien que de toute façon, la loi, elle peut être ce qu'elle est. Il y a toujours des moyens de détourner les choses. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est pas une remise en cause légale du droit maritime. C'est un contournement et une fermeture petit à petit des possibilités que ça donne. Voilà, donc je pense que le problème, il est plus là. C'est pas qu'il n'y a pas, au niveau de l'Europe, on ne dit pas... bon, il y a certains qui assument la politique, la Hongrie, etc. Ils disent, moi, j'en veux pas, je veux pas avoir de migrants, etc. Le problème, il n'est pas finalement de ces pays-là. Ces pays-là, on sait ce qu'ils pensent, on sait ce qu'ils veulent. Le problème, il est plus des autres pays qui disent, mais oui, bien sûr, c'est un problème, les migrants, etc. Il faut faire en sorte que, etc. Moi, je ne vous redis pas le discours, même dans notre pays, clairement. Mais une fois qu'on a ce discours-là, le problème, c'est qu'après, les actes ne sont pas en accord avec ce discours-là. C'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens de faire en sorte que les gens ne meurent pas en Méditerranée. On préfère ne pas les voir, on ne peut pas voir ce qui se passe et faire comme si ça n'existait pas. Donc voilà, ce n'est pas une remise en cause au niveau légal, au niveau législatif, c'est simplement qu'on fait tout ce qu'on peut pour que cette loi, c'est une loi maritime, mais c'est aussi, je dirais, un usage parmi les marins. On ne laisse pas quelqu'un mourir en mer. Voilà. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour que, dans les faits, personne ne puisse venir au secours de ces gens-là. Résultat des courses, on revient sur ce qui a déjà été dit tout à l'heure. En gros, c'est quoi? C'est qu'on essaie de dissuader les gens de traverser. Mais encore une fois, sans penser que s'ils traversent sur des rafiaux qui ne sont pas capables de tenir que quelques heures, c'est qu'ils n'ont vraiment pas le choix et que de toute façon, ils le feront quand même s'il n'y a personne pour les secourir, quoi. Donc voilà, le problème, il est plus là. Ce n'est pas finalement un problème de loi, c'est un problème de comportement. Merci. J'ai un peu deux papiers qui sont un peu cousins germains. Pourquoi la CLAM, représentante du diocèse, ne fait pas plus pression sur le préfet de région pour aider à la régularisation? Vous savez, il y a eu, premier temps de la CLAM, où on avait la chance de bien connaître un préfet à l'égalité des chances et qui nous a beaucoup aidés. Il faut dire, c'est dans des rapports de personne à personne. Il y a eu l'incident, enfin non, le drame d'octobre 2017, vous vous souvenez, de l'assassinat à Marseille de deux jeunes filles qui fêtaient leurs 20 ans ou quelque chose comme ça. Et l'assassin radicalisé avait été arrêté le vendredi à Lyon et relâché parce que, je ne sais plus pour quelle raison, il n'y avait pas de place en centre de rétention, je ne sais pas quoi. Et les deux préfets ont été limogés dans les jours qui ont suivi. Et depuis, évidemment, ça a changé quand même pas mal de rapports et on nous renvoie continuellement au droit commun, je l'évoquais tout à l'heure. Il reste que quand les dossiers sont bien montés, ça passe quand même. La petite dizaine qu'on a présentée depuis ce moment-là, ils sont tous passés. Mais il faut plus de temps, plus de contraintes. Mais ce n'est pas faute. Alors, est-ce que le diocèse, le cardinal, il envoie de temps en temps des messages au préfet, mais ça ne marche pas toujours. On est dans une situation beaucoup plus tendue, puis on n'a pas beaucoup de moyens non plus pour influencer sur le préfet, sinon la régularité des papiers. Le constat que cela va moins bien au bout de 2 ans et demi ou plus, est-ce la perte de l'espoir d'être régularisé? Non, c'est plus complexe que ça, parce que ça ne concerne pas que ceux qui sont déboutés ou qui ne sont pas régularisés, ça concerne aussi ceux qui sont régularisés à ce moment-là, mais qui se rendent compte qu'ils ne retourneront pas dans leur pays, mais qui se rendent compte qu'ils ne trouveront pas de boulot à la hauteur de ce qu'ils avaient. On fait des cours on évoquait tout à l'heure, des cours de français langue étrangère. Et il y a 300 heures de cours, plus 65 heures qu'on a baptisées socio-culturelles, qui sont du théâtre, de la conversation, du photolangage ou des choses comme ça.
Et comme il manquait de monde en conversation, j'ai hérité d'un professeur d'araméen dans un lycée à Mossoul. C'est intéressant de parler avec lui, qui voudrait bien qu'on lui apprenne le français comme il apprenait l'araméen quand il était sur place. Mais il se rend compte qu'il ne retournera jamais à Mossoul. Il a une femme et 3 enfants, ils sont en France, ils essayent de s'installer, mais ils ont quand même un peu le mal du pays. Et je crois que ça vient au bout de 2 ou 3 ans. Je connais des gens qui étaient médecins dans leur pays. Qu'est-ce que la France a à leur offrir? Des complexités administratives, en veux-tu, en voilà, et puis carreleur ou le BTP. On n'a pas grand-chose à leur offrir, de fait. Et c'est une vraie souffrance. Alors cela dit, il y a aussi des gens qui jouent un peu sur leur situation, qui n'ont pas du tout envie de s'en sortir, ou qui ne veulent pas, et puis au bout de 4-5 ans, on ne sait plus que faire parce que l'association ne peut plus payer, parce que je ne sais pas quoi. Faut pas... J'ai l'habitude de le dire, mais vous ne le répéterez pas, tous les migrants ne sont pas des enfants de cœur. Il y a des mafias, il y a des tas de choses comme ça, et il ne faut pas y aller naïvement. Mais on a, je crois, le devoir d'avoir un regard positif sur ceux qu'on accueille, quitte à s'expliquer après. Comment orienter et persuader un demandeur d'asile d'aller vers un soutien psy comme le MDR alors qu'il vit à la rue car l'OFI et le 115 n'ont aucune mise à l'abri à lui proposer et qu'il vit un nouveau traumatisme sur le territoire français? C'est vrai que le MDR ne répond pas à toutes les difficultés et comme je vous le disais, ça dépend beaucoup du contexte de sécurité dans le présent, la capacité de retraverser et de retraiter les souvenirs traumatiques. Et il s'ajoute souvent des traumatismes en France aux traumatismes vécus dans le pays d'accueil ou au cours de la traversée. J'ai deux situations en tête que j'ai vues plutôt à mon cabinet. Une famille angolaise qui avait vécu rapidement l'assassinat de la sœur aînée, le viol de la mère et des 2 filles et la disparition du père qui est un journaliste opposé au gouvernement. Et j'ai été consulté pour le fils de 11 ans qui avait un stress post-traumatique majeur. Au début, ils étaient en CADA et lui scolarisé à Villeurbanne. J'ai commencé le MDR, ça a bien avancé et ils ont été déboutés de leur demande d'asile sans proposition d'hébergement. Donc il y a eu un moment, ils étaient à la rue et le stress post-traumatique a complètement remonté. C'est clair que quand on est retraumatisé, non seulement la situation présente, mais tous les traumatismes du passé ont tendance à remonter. Après, ils ont été relogés dans un F1 du côté de Faisin. Il devait marcher 20 à 30 minutes pour arriver au bus. Il a continué à aller à son collège à Villeurbanne et à venir en consultation dans le Vieux-Lyon me voir. Et petit à petit, le stress post-traumatique a été retraité. Une autre situation, un garçon de 8 ans des Comores. Lui, le stress post-traumatique que j'ai retraité, ce n'est pas un stress post-traumatique dans le pays d'accueil ni au cours de la traversée, c'est toute la période où ils ont passé un hiver à Marseille en logeant au 115 toutes les nuits. C'est-à-dire que tous les jours, ils téléphonaient au 115 pour savoir est-ce qu'il y a une solution ou pas. Donc c'était ça, l'image traumatique, ces moments au téléphone et il n'y a pas de solution. Voilà, et puis donc on a retraité ce stress post-traumatique, il a très bien évolué et la dernière fois que je l'ai vu, il était en train de me demander d'expliquer à sa mère qu'il avait entendu, il était en CM2, que ses copains disaient que tel collège était mieux que
le collège du coin et d'expliquer à sa mère comment il faudrait qu'elle essaye de négocier pour l'inscrire dans le meilleur collège. Voilà. Donc c'est sûr que l'enjeu de sécurité dans le pays d'accueil est majeur. Et l'enjeu, c'est, de toute façon, c'est des personnes qui vont rester. Soit elles restent dans un état psychique qui leur permet de se développer, de contribuer en tant que citoyen à la vie du pays, soit elles restent dans un état de désorganisation psychique et personne n'y gagne rien, quoi. Bon, il n'y a pas de question pour Michel Durand, mais il va s'en poser une et il va y répondre. Mais peut-être qu'on arrive aussi vers un temps de conclusion, non? Je reprendrai ce que l'on a sur les frontons de nos mairies. Liberté, égalité, fraternité. Et je dis cela en reprenant ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps par rapport à fraternité. En fait, ce qui compte avant tout, mais on l'a déjà dit plusieurs fois entre nous, puisque nous savons, c'est que, on l'a vu dans le deuxième film, l'être humain est un être humain. Je ne suis pas vert, blanc, jaune, je suis humain. Je suis homme et femme. On dit plus humain maintenant pour éviter de marginaliser d'un côté les femmes. Nous sommes des humains. Et liberté, égalité, fraternité, ce qui compte, me semble-t-il, en reprenant ce que j'ai entendu par ailleurs, c'est l'égalité. Si on arrive à se voir en toute égalité, eh bien, on se respecte parce que nous sommes des êtres humains égaux. Et le fait qu'il y ait liberté, ça vient après. Le fait qu'il y ait fraternité, il y a fraternité parce qu'il y a égalité. Vous voyez comment est centrale l'obligation, le devoir que nous avons de nous considérer comme véritablement dans cette égalité. Si je discute avec quelqu'un qui est musulman, je vais lui donner la possibilité, parce que nous sommes égaux humainement, d'avoir son lieu de prière, qui peut se réduire à un tapis de prière. Je dis cela en pensant aux Éthiopiens, aux Érythréens qui avaient construit une église. Et au lieu de respecter l'égalité de chaque personne, on a tout détruit. Plutôt que de détruire et de dépenser de l'argent pour détruire, je pense au bidonville qui entourait Lyon avec les Roms il y a quelques années, avec toujours des incendies dont on peut se demander s'ils sont vraiment accidentels. Je ne sais pas, mais enfin, je me suis toujours posé la question parce que les incendies arrivent bien au bon moment. Après, on détruit. Alors plutôt que de dépenser de l'argent dans Frontex, de l'argent dans la destruction des bidonvilles, rejoignons le dynamisme de l'abbé Pierre qui aménageait, qui rénovait, qui construisait. Croire en ce que nous savons, c'est effectivement prendre les moyens non pas de détruire, mais d'utiliser l'argent pour aménager, améliorer. On va faire des bidonvilles classe supérieure. Et rappelons-nous les Italiens qui sont arrivés dans le quartier des Buères, ils ont d'abord construit une petite maison qui est devenue avec des briques, qui a pris un étage, qui a eu après un escalier à l'extérieur. Voilà, je dirais de l'habitat non détruit, mais amélioré. C'est un peu ce que nous devons dire autour de nous, parce que nous sommes convaincus. Mais regardons autour de nous. Il y a plein de personnes qui ne sont pas d'accord. Vous connaissez Fernand Reynaud, c'était dans les années 1970. Ils n'avaient plus de pain parce qu'ils ne voulaient pas d'étrangers chez eux. Or, le boulanger était portugais. Bien, donc merci à tous les quatre, merci beaucoup. Merci bien.